Bonjour et bienvenue à l'épisode 226 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de votre organisation. La saison estivale est idéale pour revisiter quelques-uns des épisodes clés parus au cours des 4 dernières années. Diffusés initialement à l'épisode 196, nous retournons explorer les différentes dimensions de la stratégie d'entreprise, en mettant l'accent sur la transformation, les stratégies de croissance, la différenciation et l'importance de la simplicité dans la formulation des stratégies. Le but, vous aider à prendre de meilleures décisions stratégiques. Vous trouverez en description les liens pour accéder aux notes de l'épisode ainsi que pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Bonne écoute! Bonjour Éric. Bonjour Jean-François. Éric, aujourd'hui, dans cet épisode-là, j'aimerais qu'on explore ce que veulent dire ces notions-là, stratégie, complexe, décision, pour arriver à bien comprendre ce qui se cache derrière les mots et ce qui est attendu par les uns, les unes et les autres quand on utilise ces mots-là. Donc, je te propose de regarder d'abord les définitions, vous me connaissez, hein? Ensuite, examiner les différents types de stratégies, ou l'absence de différents types de stratégies. On va en débattre un peu, on va en discuter. Ensuite, pour regarder les différentes stratégies d'entreprise et finalement, les stratégies marketing, hein, qu'on peut parfois confondre ou que certains parfois confondent avec la stratégie d'entreprise. Donc, le premier sujet, c'est la différence entre stratégie et tactique. Le nom stratégie, hein, le nom stratégie, pas l'adjectif, vient du latin strategia, gouvernement, qui lui-même vient du grec, hein, du même nom, qui veut dire commandement. Si je regarde les définitions entre guillemets du dictionnaire, on entend ceci, et on regardera les mots après, art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Mm-hmm. Et l'autre, c'est art d'élaborer un plan d'action coordonné. D'accord? Donc, on reste là-dessus. J'attire votre attention ou ton attention sur le mot art, hein, parce que ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Ensuite, le nom tactique. Encore une fois, pas l'adjectif, le nom, qui vient du grec tactikos, l'art de ranger ou de faire manœuvrer des troupes. La disposition des troupes de combat avant la bataille. Hein? Donc, c'est intéressant. Donc, ensuite, je refais le même travail de définition. Qu'est-ce que ça nous donne? Ensemble des moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat, ou ensemble des moyens déployés pour atteindre un objectif dans divers domaines, ou, le dernier, moyens habiles employés pour obtenir le résultat voulu. Donc là, on entend, tout à l'heure, on avait art pour aller avec stratégie, et là, on a moyen pour aller avec tactique. Hein? Mais la suite est étrangement ou étonnamment similaire. Et je termine cette première partie et je remercie Arnaud Tonelé pour cette référence-là, une citation qui est attribuée à Sun Tzu. La stratégie sans tactique égale le plus long chemin vers la victoire. La tactique sans stratégie égale un feu de paille avant la défaite. Écoute, justement, est-ce qu'on a de la difficulté au quotidien à faire cette différenciation-là, entre stratégie, ce qui est de nature stratégique, et ce qui est de nature tactique, d'après toi? Vaste sujet. Oui. Je pense que ce que je vois souvent, je vais parler pour les éléments que je vois souvent, je pense pas qu'on fasse tant une différence, ou du moins qu'on a une difficulté à faire la différence entre les deux. Je pense que la difficulté, c'est beaucoup plus une dynamique qui se vit. C'est-à-dire que les enjeux de tactique, pour moi, c'est tout ce qui est qui vient de la dimension opérationnelle, qui parle de mise en œuvre, donc les moyens que tu mentionnais. Mais les gens en organisation sont souvent pris, ce qu'on appelle toujours par les opérations courantes, par les décisions quotidiennes et hebdomadaires, les différents feux qu'on doit éteindre. Je pense que c'est plus une question au contraire, on sait qu'est-ce que c'est la stratégie, on sait qu'est-ce que c'est l'opérationnel, mais on a tendance à vraiment séparer les deux à cause des impératifs
quotidiens, les impératifs opérationnels qui font en sorte que on se cantonne dans un camp ou dans l'autre, alors qu'on devrait peut-être voir un peu plus les zones communes ou les zones d'interface qui sont extrêmement intéressantes et surtout super importantes. Et c'est pas vrai qu'on fait de la stratégie juste le mois de décembre, 3 semaines avant le renouvellement du budget, là. C'est pas là. C'est pas la bonne façon de le voir. Et je pense que c'est beaucoup plus une question, je pense, de priorité opérationnelle, et ça nous amène à se détacher de cette lecture qui est stratégie. Quand tu parles d'art, dernier commentaire, j'aime bien l'art de coordonner des actions, manœuvrer, etc. On dit souvent que la stratégie est un art qui est perdu parce que ça amène à créer le futur. Roger Martin pense souvent dans cette perspective-là. On crée le futur avec la stratégie. On le met en œuvre avec notre plan stratégique. Donc, il y a une dynamique de temporalité qui est différente ici. Mais pour moi, les deux vont très bien ensemble. C'est juste qu'il faut bien les arrimer ensemble. Et donc, la stratégie, c'est plus une image d'une destination. La tactique, c'est clairement relié aux moyens qu'on met en œuvre, comme tu dis, l'exécution au quotidien pour arriver à, entre guillemets, cette destination-là. Après ça, art, c'est un vaste sujet. Je n'ai pas regardé la définition du mot art, voir si c'est ars artis du latin ou si ça va jusqu'au grec ou au sanskrit, on ne sait pas. Mais c'est une représentation d'une émotion ou d'une image ou qu'on essaye de transmettre à travers des sens. Enfin, c'est intéressant, hein? Donc, il y a une forme de transmission, hein? Il y a donc derrière cette question-là. Et puis, aussi, quand tu regardes la traduction grecque, l'art de ranger ou de faire manœuvrer des troupes, hein, chez les Grecs, c'est intéressant. Il y a toujours ce mot « art » là aussi. Alors que l'autre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Romains, qui sont pragmatiques, que j'imagine comme étant très pragmatiques, ils ont copié, enfin, ils adoraient ce que les Grecs avaient fait, donc ils ont copié. Mais ils passent de commandement à gouvernement. Et ça, c'est intéressant. Bon, enfin, mon prochain sujet, est-ce qu'il existe différents types de stratégies? Quand j'ai fait la recherche sur les questions à poser à Henry Mintzberg il y a quelques semaines, je me suis souvenu qu'il a été pionnier il y a très longtemps en disant qu'il y avait 3 types de stratégies. Hein? Donc, j'en ai parlé avec lui dans le podcast. La stratégie corporative, cette stratégie qui fait référence aux décisions prises par la direction d'une organisation au plus haut niveau. Lui, il le prend comme dans le sens conglomérat, mais moi, je l'ai pris un peu comme ça aussi. Donc, ça implique souvent une vision d'ensemble, concerne des questions telles que les fusions, les acquisitions, la gestion de portefeuille produits, les questions de diversification, etc. Ensuite, les stratégies fonctionnelles qui sont mises en œuvre à plus petite échelle, qui se concentrent sur des départements ou des domaines spécifiques de l'entreprise, telles que, par exemple, une stratégie ressources humaines ou une stratégie finance ou une stratégie opérationnelle, par exemple. Ces stratégies-là sont déployées pour améliorer certains aspects des opérations d'une organisation et elles, normalement, devraient soutenir les stratégies corporatives ou les stratégies au niveau de l'entreprise. Les stratégies d'entreprise, justement, bon, c'est le type de stratégie qui correspond à ce que la plupart des gens comprennent, quant à moi, quand on parle de stratégie. C'est-à-dire, autrement dit, c'est la manière dont une organisation entend acquérir un avantage concurrentiel sur le marché qu'elle a choisi ou sur un marché donné, ou, enfin bon, de where to play. Et la stratégie, ensuite, formelle, ou également appelée la stratégie délibérée, celle qui se trouve dans l'énoncé de mission, dans le plan stratégique des entreprises, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un plan stratégique, mais ça ne veut pas dire que ces entreprises-là n'ont pas de stratégie, parce qu'il peut y avoir la stratégie informelle ou inconsciente, celle qui se trouve dans toutes les actions et les décisions qui sont prises par les membres d'une organisation. Donc, Mintzberg, qui est toujours intéressant, disait que ces distinctions entre les 3 premières, maintenant, avaient tendance à laisser la place à une autre, la stratégie interne et la stratégie externe, autrement dit, définir et d'exécuter une stratégie pour les éléments internalisés de la chaîne de valeur et une autre pour ceux et celles qui sont externalisés, et sur la manière de définir le degré d'hermétisme ou la porosité des frontières de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, ma question, une fois qu'on a dit toutes ces belles choses-là, c'est est-ce qu'on pourrait aussi dire qu'il y a une stratégie de long terme, une stratégie de court terme, ou est-ce que ça revient à stratégie et tactique? Est-ce que
on devrait faire un diagramme de Venn avec ces différentes stratégies-là? Ou encore, est-ce qu'il y a peut-être seulement une seule question? Est-ce qu'on a une stratégie? Oui ou non? C'est un peu la question que je pose. Est-ce que ça sert à quelque chose de cette catégorisation-là, ou elle est à la Microsoft, exacte mais inutile? Bon, Jean-François, il y a beaucoup à décortiquer ici. Et mon premier son de cloche est, s'il vous plaît, ne complexifions pas l'enjeu de la stratégie. Première des choses. Il y a trop de choses qui ont été dites dans les 3 dernières minutes et je pense que on se rend un mauvais service comme auditeur, mais comme dirigeant, de mettre de la stratégie partout. Ça, c'est le premier point et j'aimerais ça déconstruire ce que je viens de dire. Donc, s'il vous plaît, ne complexifions pas la stratégie et revenons à l'essence même de la stratégie. Je m'explique. Tu l'as dit, on parle de créer de la valeur pour un segment donné. On crée, c'est notre where to play. On crée un how to win. On veut définir un avantage concurrentiel qui va nous permettre de gagner. On définit nos core capabilities, les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette ambition-là. Et évidemment, il y a un modèle économique en arrière et ça nous permet de choisir nos systèmes de gestion, etc. Différents choix qui s'imbriquent les uns dans les autres pour pouvoir accomplir notre objectif économique, notre ambition, nos BNL, notre impact qu'on veut avoir en termes d'organisation. Si on pense en termes de stratégie corporative, comme tu l'as dit, on peut penser à des grands conglomérats qui ont différentes entités, différentes unités d'affaires qui, elles, viennent tirer avantage de leurs core capabilities, qui mettent leurs forces ensemble, si je peux dire, pour pouvoir atteindre leurs objectifs dans chacun des business units. Donc, la stratégie corporative permet de le mot anglais, j'ai pas le bon mot en français, pooler, si on peut dire, les ressources, les compétences, les moyens pour mettre en œuvre justement la valeur qu'on veut créer auprès de nos différents segments de marché, que ce soit au niveau géographie, segment client, que ce soit problème, jobs to be done. Différentes adjacences. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est le carré de sable dans lequel la stratégie prend forme. Quand on prend la notion que tu as mentionnée, stratégie fonctionnelle, là, tu m'as parlé de ça tantôt. En fait, quand on y pense, les core capabilities, c'est les différents choix, les différentes fonctions d'entreprise, la chaîne de valeur, qui doivent être arrimées de façon cohérente pour livrer la valeur qu'on veut mettre en œuvre. Donc, on parle souvent que la stratégie, c'est prix relatif, c'est des segments différents, c'est des activités, choix d'activités différentes. Donc, les choix de ces activités différentes-là sont réalisés par les différentes fonctions. Donc, il y a une cohérence qui existe. Là, on ne peut pas vraiment parler de stratégie de chaîne d'approvisionnement en soi, puisque la stratégie de chaîne d'approvisionnement découle des choix de la stratégie. Le danger pour moi, quand on commence à mettre stratégie partout, c'est que... Puis, on se retrouve avec plein de stratèges qui ne sont pas alignés. C'est le danger. Écoute, je suis le premier à lever la main pour dire je suis coupable. Plus tôt dans ma carrière, oui, on parlait de stratégie d'approvisionnement, on parlait de stratégie de chaîne d'approvisionnement, stratégie TI, etc. Mais si ces décisions-là ne sont pas arrimées à qu'est-ce qu'on veut créer comme valeur, une direction, c'est beau, tout le monde dit qu'on fait de la stratégie, c'est génial, mais en bout de ligne, il n'y a rien qui est cohérent. Donc, je pense qu'on ne se rend pas service quand on adopte ce langage-là. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux quand j'entends souvent stratégie marketing, stratégie d'approvisionnement, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, ne complexifions pas les choses. J'aime ce que Martin dit, il a écrit un article là-dessus d'ailleurs, dans Medium, on mettra les notes, quand il explique quelle est l'unité d'analyse de la stratégie. Et pour lui, ce que je trouvais ça génial, c'est qu'il dit, et là je vais le citer pour être sûr de ne pas me méprendre, mais que c'est l'unité d'analyse de la compétition. Où se joue la concurrence? Où se joue la compétition? Alors, on peut parler d'arène concurrentielle, on peut parler de jobs to be done, on peut parler de segments particuliers. Donc, une organisation, dans une organisation, on va avoir plusieurs lectures de stratégie, veut pas. Bon, dans son livre de Playing to Win, où il parle que Oil of Olé, qui est devenu Olé chez Procter & Gamble, est l'unité
stratégique, l'unité d'analyse. Oui. Alors que, par exemple, les shampoings la gamme des shampoings est une autre unité d'analyse. Oui. Donc, on est typiquement ici dans un conglomérat où est-ce qu'on va mettre en partage les différentes ressources pour atteindre nos objectifs dans chacun des segments qui existent. D'ailleurs, c'est pour ça que une des notes d'importance qu'il y a pas le Blue Ocean, mais qu'il y a dans le Canva du modèle d'affaires, dans Business Model Generations, Pigneur et Astor-Valder disent utiliser le Canva pour chaque proposition de valeur, donc chaque unité de concurrence, pour être sûr de pouvoir faire en sorte de monter une stratégie qui est cohérente, puis par la suite de s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différentes ressources de l'organisation. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que je m'inscris, qui permet, je crois, de ramener le côté, de décomplexifier la discussion sur la stratégie, parce qu'elle n'a pas besoin d'être complexe. Et pour finir, quand on complexifie cette discussion-là, on crée cette barrière-là qu'on mentionnait tantôt entre on est pris dans les opérations courantes, il y a quelqu'un quelque part qui a créé de la stratégie, mais bon, c'est trop complexe, on n'a pas le temps de s'y attarder vraiment, on verra à la fin de l'année. C'est pas se rendre service de rentrer dans une multitude de stratégies parce que ça engendre, à mon sens, ce cloisonnement-là engendre ces stratégies de ci, stratégies de ça. Ça complexifie trop la discussion et en bout de ligne, on ne se rend pas service comme organisation, comme gestionnaire, comme dirigeant. Oui, je souscris complètement à ce que tu dis dans le sens où si la stratégie doit être comprise par le plus grand nombre de collaborateurs d'une manière aisée, d'une manière relativement aisée, bien, effectivement, ne cherchons pas à complexifier. Donc, autrement dit, le fait c'est peut-être des outils qui peuvent ces catégorisations-là permettent de peut-être nous dire, à tirer des lignes entre rôles et responsabilités des uns et des autres. Si je lis entre les lignes de ce que tu viens de nous dire, c'est un peu ça que je comprends. Il n'y a qu'une seule stratégie, mais ensuite, je vous demande de mettre en œuvre les moyens et d'orchestrer les moyens pour atteindre ces objectifs-là au niveau fonctionnel ou au niveau du processus ou, comme tu dis, au niveau du domaine d'activité stratégique. Hein? Donc, ça, c'est tel truc de domaine d'activité stratégique, etc., etc. Et sachant qu'à l'intérieur du modèle d'affaires, il y a certaines choses que je vous laisse faire et il y a d'autres choses que vous allez piocher dans le pool commun. Autrement dit, ça... Vous allez utiliser des ressources communes. Pourquoi? Parce que ça nous permet de maintenir une certaine cohérence ou d'atteindre des économies d'échelle, etc. Voilà. Deuxième point, les différentes stratégies d'entreprise. Hein? Je vais encore parler de tout ça. Je vais toutes les énumérer pour voir un peu si c'est encore utile de parler comme ça. Donc, il existe plusieurs sous-types de stratégies d'entreprise. La différenciation, offrir des produits ou des services qui se distinguent de ceux de la compétition par des éléments en plus ou des éléments qui sont différents, par exemple. Je pense souvent, dans ce cas-là, à des entreprises qui veulent faire du transatlantique, du Londres ou du Paris-New York uniquement en classe affaires. Il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu avec ça. Ça reste marginal en termes de sièges 1000 transportés, mais ça peut être un bel exemple de ça. L'écrémage, on fixe des prix élevés où on privilégie les marges par rapport au volume pour soutenir l'image que souhaite donner l'entreprise à un produit, c'est-à-dire un produit haut de gamme ou un produit de luxe. Les bas prix, à l'inverse. Donc, on va copier des offres existantes et trouver des moyens pour les fournir à un plus bas coût que les compétiteurs en misant sur des économies d'échelle, en offrant des produits plus simples ou en offrant des produits fabriqués avec des matériaux moins chers ou moins durables ou à l'aide de processus moins rigoureux. L'expansion dans de nouveaux marchés. Hein, mes étudiants aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit notre stratégie, c'est de passer à l'international. Bertrand Accard va venir sur le podcast nous parler de ça, justement, son expérience d'internationalisation. C'est un vieux rêve qu'il avait. Justement, la stratégie formelle ou la stratégie informelle, on avait travaillé ensemble là-dessus il y a quelques années. La diversification. Stratégie qui consiste à augmenter le nombre d'activités potentiellement rentables. Une entreprise peut vouloir poursuivre une stratégie de diversification pour réduire sa vulnérabilité sur un marché, par exemple, ou élargir son offre de produits ou de services. L'intégration verticale, donc la stratégie de maximiser le contrôle que l'entreprise possède sur les différents éléments de sa chaîne de valeur.
la transformation, donc faire évoluer une entreprise d'un type d'activité vers un autre, par exemple, de la production de produits vers la vente de services. On l'a bien vu avec IBM, c'est un bel exemple de ça. On le voit avec Apple, qui est passé d'un fabricant d'ordinateurs à... Je vous laisse 3 petits points, je vous laisse remplir la suite. Qu'est-ce que Apple est devenu? On peut parler aussi de stratégie de croissance externe. Donc, acquérir d'autres entreprises qui offrent des produits, des services identiques, semblables ou complémentaires dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires, de créer des synergies ou de générer des économies d'échelle en créant des centres de services partagés, par exemple. Et j'en passe, il y en a d'autres. Le but, c'est pas de faire une liste exhaustive ici, mais la question, c'est est-ce que c'est encore important de parler de cette manière-là ou, comme je te dis, c'est intéressant, mais ça n'a pas de valeur ajoutée. J'amènerais ton propos dans une autre direction, si tu le veux bien. Si je mets la table sur le fait qu'on a 2 alternatives, 2 types de stratégies. Une stratégie par les coûts ou une stratégie par la différenciation. Et si le reste des éléments que tu parlais sont des transformations de l'organisation ou des changements à la marge de ces 2 stratégies-là. Je m'explique. Okay. Quand tu me parles d'internationalisation, on vient de changer la géographie. Donc, quand je parlais de proposition de valeur tantôt, de notre where to play, la géographie est un des ingrédients qu'on a dans les choix qu'on a à faire. Donc, si je change de destination, je change mon where to play, mais c'est pas une nouvelle stratégie. C'est ma stratégie. C'est juste que j'ajoute un vecteur dans lequel je dois je dois définir un nouveau how to win et je mets en place une nouvelle stratégie. Je peux l'appeler stratégie d'internationalisation si je le veux. Mais je dois me poser des questions, à savoir, est-ce que je veux réussir en étant le plus bas cost producer, si je peux dire, celui qui produit au plus faible coût, ou je dois me différencier sur des facteurs de la chaîne de valeur. Donc, la même question se pose. Si je m'en vais sur la diversification, augmenter mon offre, je change ma proposition de valeur. Mais si je reste sur le même marché, avec le même segment client, je reste quand même dans une stratégie de différenciation. C'est juste que les choix que je mets en place sont différents. Je viens changer l'équation de ma proposition de valeur. Oui. Tu parlais d'intégration tantôt. Je pense la discussion sur l'outsourcing, make or buy, c'est tout le back-end, toute la chaîne de valeur. Donc, je viens changer mes activités pour pouvoir faire quoi, encore une fois? Créer un avantage concurrentiel, me donner les conditions de gagner par rapport à ce que j'amène sur le marché, que ce soit plus bas coût ou que ce soit une différenciation. Et si je m'inscris dans la merger and acquisition, donc aller chercher agrandir, si tu veux, mon portfolio d'entreprise pour soit aller chercher une structure de coût plus avantageuse, soit accéder à des nouveaux marchés, ça reste quand même une discussion sur le positionnement du coût ou de la différenciation, mais les moyens qu'on utilise, on vient changer les composantes de notre modèle d'affaires. Donc, autrement dit, si je lis en télé, il n'y en a que 2 stratégies, 2 types, et le reste, c'est toutes des tactiques. Autrement dit, la croissance externe pour rentrer dans un nouveau marché, ça peut être, c'est du where to play, et puis, comment est-ce que je fais ça? Donc, tactique. Quels moyens je me donne? Je me donne les moyens d'acquérir des entreprises, des choses comme ça. Et cette frontière-là, elle est très fine. Très fine, oui, bien, effectivement. Mais c'est pour ça que je veux poser la question. Et Jean-François, là, c'est parce que tu me parles. Moi, je te donne ma perspective, qui est celle-là, avec laquelle je travaille. Cependant, tu aurais 3 personnes, tu aurais peut-être un lingo qui est un peu plus nuancé, qui serait différent. Et je pense que je veux ramener la discussion sur ce qu'on a dit tantôt. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas complexifier pour rien, pour une simple et bonne raison que plus on complexifie ce jargon-là, plus on rend les choix difficiles. Et si les choix sont rendus difficiles, ça va être encore plus complexe à mettre en œuvre et on va se retrouver finalement avec encore le paradigme de l'exécution stratégique qui ne fonctionne pas, de l'action stratégique qui se retrouve les 2 pieds dans la même bottine et qui ne peut pas avancer. Autant je disais tantôt que je vise à éviter de multiplier les lectures de qu'est-ce qu'on appelle stratégie, mais j'ai tendance aussi à ne pas multiplier, à mettre stratégie sur toutes les décisions d'entreprise qui nous amènent dans un marché ou dans un autre. C'est tous des moyens, puis et je finis avec ça, c'est-à-dire que quand on parlait des 10 types of innovation,
On dit 10 types d'innovation parce qu'il y a 10 façons d'atteindre un objectif. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a différentes façons de moduler les morceaux de casse-tête de l'organisation, que ce soit au niveau de la proposition de valeur, que ce soit la structure de coût, le modèle de revenu, ou que ce soit les core capabilities qu'on choisit d'exécuter par nous-mêmes ou qu'on envoie chez des partenaires. C'est pas parce qu'on envoie quelque chose, on fait de l'outsourcing, de l'impartition, qu'on a une stratégie d'impartition. On a fait des choix dans notre structure d'opération et ces choix-là prennent forme par le biais de l'impartition. Mais notre stratégie, c'est les choix qu'on a fait collectivement. C'est pas chaque choix individuel. Après, il y a l'impact de ces différents choix-là. Je vais te donner... J'aime bien l'exemple Bombardier. Pourquoi? Parce qu'on a tous les deux travaillé là. Et j'ai amené un groupe de dirigeants dans une learning expédition chez Bombardier il y a à peu près 5 ou 6 ans. Et Bombardier reconnaissait qu'ils avaient des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lancé trop de nouveaux programmes en même temps. Et que ça taxait le free cash flow de l'organisation et que c'était difficile. Je nommerai pas les programmes, ça sert à rien, mais il y en avait 3. Et donc, il y en a un qui a été abandonné, il y en a un qui a été cédé et il y en a un qui a été conservé. Donc, est-ce que ces choix-là étaient des choix, entre guillemets, stratégiques ou finalement seulement tactiques? Encore une fois, c'est pas toujours clair pour moi. Et est-ce que c'est, justement, quand j'arrive à prendre ces décisions-là, est-ce que c'était une décision de type métier ou est-ce que c'est des décisions, entre guillemets, de type complexe qui impliquent... effectivement, on s'aperçoit, en réalité, c'est en prenant la nature de la décision qu'on commence à voir si cette décision-là, elle est une caractéristique de stratégique ou pas. C'est ça que je trouve intéressant. Dernier point sur lequel que je veux arriver avec toi, sur cette stratégie, qu'on pourrait appeler une stratégie fonctionnelle, stratégie marketing. Et j'en parle pourquoi? Parce que j'ai fait cette simulation quand, à un moment donné, justement de stratégie marketing, de positionnement produit, des choses comme ça. Le how to win, tu vois, c'est quel produit je pense qui va correspondre aux besoins du marché. Oui. Donc, du côté stratégie marketing, encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a. À l'époque, il y en avait 3, maintenant il y en a 4, mais il y en a peut-être d'autres, là, mais je ne préfesse pas d'être exhaustif, mais la stratégie défensive ou une stratégie de leader, donc le leader sur le marché cherche à se défendre contre les assauts de ses compétiteurs en améliorant son offre sur les segments de marché en croissance ou à forte marge pour contrer les différentes menaces, prix, design, caractéristiques, technologies embarquées, etc. La stratégie offensive ou dite de challenger, utilisée par le numéro 2, parfois aussi par le numéro 3 du marché, dans certains cas, pour tenter de devenir numéro 1. Tout le monde veut devenir numéro 1. Je pense que c'est encore vrai, même si les bonnes vieilles stratégies de GE, qui étaient à ce moment-là un conglomérat diversifié et où le CEO avait dit, si t'es pas numéro 1, numéro 2, tu sors. Donc, le but du numéro 2, c'est de devenir numéro 1. Donc, on va attaquer le numéro 1 sur ses points faibles pour essayer de prendre sa place ou sur ça. Et puis, la stratégie de guérilla ou de spécialiste, donc faire des attaques ciblées pour prendre des parts de marché là où les leaders ne sont pas vigilants, là où ils prennent leur part de marché pour acquise ou développer une offre pas ou mal servie par les leaders sur le marché. Et à ça, on peut ajouter une 4e qui est encore une fois peut-être une variante sur les autres, mais une stratégie de croissance du marché plutôt qu'une stratégie de croissance de part de marché. Autrement dit, chercher à faire grossir le marché plutôt qu'à augmenter sa propre part du marché. Il y a certaines entreprises qui ont dans le passé et encore aujourd'hui, qui ont des stratégies de cette nature-là. Autrement dit, je ne cherche pas à devenir nécessairement plus gros que les autres, mais je veux que le where to play s'élargisse. Et puis, donc, stratégie marketing, stratégie d'entreprise... Quelle est la poule? Quel est l'œuf? Est-ce qu'on peut classer la stratégie au même endroit que la stratégie fonctionnelle, donc ressources humaines, approvisionnement, achat, finance ou même opérationnel? Ou au contraire, est-ce que c'est juste finalement une tactique pour permettre de réaliser la stratégie d'entreprise ou le fameux « where to play, how to win ». Première des choses, il y a une nuance à faire du côté du marketing. Le marketing, évidemment, avec les questions que l'équipe se pose dans la vision très large marketing. Quand on parle du segment de marché, quand on parle de la proposition de valeur, les canaux de distribution, c'est des questions
qu'on soit avec un chapeau de stratégie ou un chapeau de marketing, ce sont les mêmes. La différence, c'est que peut-être du côté du marketing, on va approfondir la notion de prix, la notion de promotion, la notion de placement, la notion... Donc, il y a des nuances quand on... Oui, mais la notion de produit, un des 4 P, ça reste la proposition de valeur quand même. Voilà. Donc, il y a des fils conducteurs qui sont très, 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 très forts. La différence, c'est qu'évidemment, du côté de la stratégie, on va aussi faire des choix qui touchent les moyens qu'on a besoin de déployer pour pouvoir arriver à créer cette proposition de valeur-là. Donc, on est un petit peu plus large. Mais il y a des zones dans lesquelles on a vraiment un fit quand même assez important. La nuance, cependant, que je veux apporter, quand tu parles de stratégie offensive, de challenger, défensive, leader, etc., tout de suite, ça m'amène à penser à l'élément qui, pour moi, a toujours été la plus grande révélation quand je me suis commencé à m'intéresser à la stratégie, c'est quand on dit que la compétition doit se faire pour être unique et non pour être les meilleurs. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix par rapport à la clientèle qu'on veut desservir, comment qu'on veut la desservir, à quelle structure de coût, etc., pour avoir une différenciation qui fait qu'on est unique pour le segment qu'on veut desservir. Ouais. Quand tu me parles de « je suis numéro 3, je vais être numéro 2 », j'entre tout de suite dans une logique de « competing to be the best ». Competing to be the best, ça nous amène au Red Ocean. Puis là, il y a des nuances avec... C'est subjectif. Le meilleur, c'est subjectif, tandis qu'unique, c'est, entre guillemets, objectif. Et ça ouvre la porte à tout le débat de guerre de prix, difficulté d'innovation, de faire en sorte qu'on fait une lutte commerciale sur le marché. Je pense au domaine des télécoms. Je gagne tant d'abonnés ce mois-ci, ce trimestre-ci. Ah, Rogers en a perdu, Bell en a perdu, je m'appelle TELUS. Le mois d'après, Bell fait une promotion, va regagner des abonnés et on joue dans les parts de marché de cette façon-là. On est vraiment dans une guerre competing to be the best. Comment qu'on peut alors changer notre offre ou complémenter notre offre pour créer un facteur d'unicité, de faire en sorte qu'on se positionne différemment pour les marchés. Et là, la stratégie... Ça sent l'océan bleu, là. Ouais. Voilà. Et là, on rentre dans une question de créer de la valeur, de voir quelles sont les variables sur lesquelles on peut influencer et créer cette valeur-là pour le segment qu'on veut desservir. Et ça, pour moi, c'est toute la logique qui touche la réflexion de la proposition de valeur sur l'océan bleu, océan rouge. On parle dans ce lexique-là. Et toujours chercher à vraiment trouver les éléments de différenciation qui existent dans la clientèle actuelle, dans la clientèle non desservie, par rapport à des leviers de valeur qui ne sont pas exploités présentement. Et c'est dans ce contexte-là que stratégie et, là je rajoute le mot innovation, prend forme et va maximiser l'apport de ces deux variables-là, cette conjonction-là qui existe. Et dans un langage marketing, mais ça vient se positionner de façon tout à fait unique. Alors, j'ai de la difficulté un peu quand on parle de, le langage que tu parlais tantôt, quand tu parlais de guérilla, spécialiste, etc. Pour moi, c'est des tactiques. C'est tout des moyens de pouvoir créer, si on veut, une différence. Tirer l'épingle du jeu. Oui, voilà. Et souvent, c'est dans des contextes où est-ce qu'on n'a pas nécessairement de facteur d'unicité présent. Donc, faut rentrer dans les tranchées, se battre pour chaque point de part de marché. Pourquoi? Parce que on est difficilement différencié. Finalement, quand je t'écoute, cette question-là, stratégie marketing, même s'il y a l'élément produit qui nous ramène à la proposition de valeur, ça reste des moyens et non pas de l'art. Donc, on reste dans l'aspect plus tactique que l'aspect purement stratégique au sens strict du terme. J'aimerais ça essayer de faire ressortir quelques éléments importants de cette conversation-là. La première chose qui me marque, c'est effectivement ce que tu dis, restons simples quand on parle de stratégie. Donc, peut-être pas complexifier artificiellement des choses qui devraient effectivement, ce qui se comprend bien, s'exprime clairement ou simplement. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut l'exprimer d'une manière claire et simple? Qu'il faut faire attention, parce que le mot stratégie peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Il faut, bien entendu, clarifier ça au sein de notre organisation. Que la stratégie existe, ça c'est clair, qu'elle soit formelle ou informelle, et ce, dès la création de l'entreprise ou de l'organisation et à travers son continuum. Même si
ça prend 10, 15, 20 ans avant d'arriver au premier plan stratégique, entre guillemets, formalisé. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y en avait pas. C'est juste qu'elle n'était pas explicite. Et puis que cet équilibre entre le formel et l'informel, parce que les deux, on a tendance à opposer les deux. En réalité, quand on parle de stratégie, les deux se complètent. Les deux, l'un a besoin de l'autre. Et je pense que c'est important. On va essayer de trouver d'autres interlocuteurs pour nous parler de ces questions-là d'informalité et de lieu de pouvoir dans l'informalité et de prise de décision dans l'informalité. Tout ne se décide pas, entre guillemets, entre 9 h le matin et 18 h le soir, entre le lundi et le vendredi. Il y a plein d'endroits et il y a plein de moments où certaines décisions se font. Et cette question-là d'équilibre entre formel et informel, je pense, peut être intéressant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez bien entendu consulter les notes détaillées au www.intelliaconsulting.com/épisode 196. Et en terminant, vous pouvez supporter notre podcast en laissant une évaluation sur votre site de podcast préféré. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt, Éric. À très bientôt, Jean-François. Au revoir à tous.